Le sort de Philibert était donc scellé. Ni les protestations de Jeanne, ni les suppliques du père André n'y changèrent rien. Le gouverneur était resté inflexible, et, au vu de ce procès vite expédié, on comprit que le roi voulait faire de Philibert un exemple. Il s'agissait de faire disparaître une bonne fois pour toutes le meneur des passeurs de sel, et à travers lui toute la contrebande qui s'était mise en place dès l'instauration de la gabelle. Mais les Saintongeais ne se résignent pas à pareille fatalité, et le soir venu, les esprits s'échauffaient dans les tavernes de la ville. Il soufflait sur Saintes un vent de révolte qui ne tarderait pas à se transformer en orage. Un homme en particulier souffrait à l'idée du trépas de Philibert. Il s'agissait du bourreau. Non pas qu'il le portait particulièrement dans son estime, mais parce que sa charge d'exécuteur des hautes œuvres lui gâchait l'existence. En effet, le bourreau et toute sa famille, lorsqu'il en avait une, étaient mis au ban de la société. Obligé de porter un vêtement distinctif, au même titre que les hérétiques, ce qui le rendait identifiable au premier regard, il était astreint à certaines obligations fort contraignantes, comme habiter hors les murs de la cité ou encore ne jamais toucher de marchandises comestibles sur les étals. En raison de l'ostracisme qui frappait le bourreau, le pain que lui réservait le talmelier dans sa fournée était retourné sur l'étal, et nul ne pouvait l'acquérir à sa place. C'est pour cela que, quand nous étions mignots, nos parents nous interdisaient de mettre à l'envers la miche de pain quand nous la sortions de sa huche pour la poser sur la table. Cela apportait malheur, disait-on, car c'était la part du bourreau. La sentence à peine prononcée, Raoul, le bourreau de Saintes, s'était mis à l'œuvre. Avec l'aide de ses deux commis, dont l'un faisait office d'équarrisseur et l'autre de fossoyeur, il installa la potence sur la grand-place sous la surveillance des sergents de la prévôté. En fin d'après-midi, il revint seul préparer son matériel de mise à mort pour le lendemain. Une fois sa lugubre besogne achevée, alors qu'il s'apprêtait à regagner son logis, il fut pris à partie par une bande de galopins effrontés qui le caillassèrent par pure méchanceté. « Fichez-moi le camp, graine de gibier de potence, ou je vous coupe la langue !» Oh, quelle époque, mon Dieu, quelle époque! Ces garnements ne respectent plus rien! Les gamins partis, il ramasse sa besace, tête baissée, quand une voix se fait entendre depuis l'angle de la place. Son sang ne fait qu'un tour. Voilà que Muguette, sa marâtre de mère, arrive au pas de charge, certainement pour le morigéner, comme à son habitude. « Raoul! Eh bien, mon gars, ne réponds-tu point? Que t'arrive-t-il encore? Ah, vas-tu parler, oui? Quoi? Ce sont encore ces chenapans qui t'ennuient? Hélas, oui, répond le pauvre gaillard, les épaules basses. Jadis, le bourreau était redouté, détesté aussi, certes, mais craint. Aujourd'hui, je n'effraie même plus les enfants. Je n'en peux plus, mère, ils vont me rendre fou. Allons, Raoul, ne te conduis pas comme un pleutre. Reprends-toi, que diable, lui ordonne Muguette en lui assénant des coups sur l'épaule dans le vain espoir de le regaillardir. Cette charge me pèse, mère. Vous n'avez pas idée. Quel supplice! Mais tais-toi donc, si ton pauvre père t'entendait. Lui qui s'est saigné aux 4 veines pour que cette charge t'échoie à sa mort. Ne renie pas cet héritage, et sois-en digne! En effet, les maîtres des hautes œuvres étant mis au ban de la société, ils finirent par organiser des unions entre leurs familles, créant ainsi de véritables lignées de bourreaux. Cette charge devint héréditaire au fil du temps. C'est ainsi que Raoul devint bourreau lorsque son père trépassa. Ironie de l'histoire, celui-ci décéda des suites d'un accident de potence. En voulant s'assurer de la solidité de son installation la veille d'une exécution, il se pendit lui-même. C'est son épouse, surnommée la Bourrelle, qui dut le dépendre, personne n'osant toucher le corps du malheureux. Depuis, toutes les familles de bourreaux fuyaient Raoul et sa mère, persuadés qu'une ensorceleuse leur avait jeté une malédiction. « Mère, je ne voulais pas succéder à mon père, gémit Raoul.
Je ne supporte pas la vue du sang, vous le savez bien. Mes nuits sont hantées par les cris des suppliciés qui passent entre mes mains. Tu me fais honte, Raoul, tu entends? Tu déshonores ta famille et ta charge. Si tu ne supportes pas de torturer des criminels sans tourner de l'œil, demande à tes aides de le faire pour toi, et contente-toi de pendre les malandrins que la justice t'envoie. Mais ce n'est pas une vie, bourreau. Les gens me fuient tel un pestiféré. On me chasse des commerces de bouche. On refuse de me servir à la taverne. On me relègue au dernier rang à la messe. Comment voulez-vous, mère, que je trouve femme? Mais tu m'as, moi, dit-elle en minaudant. Maigre consolation, murmure Raoul dans sa barbe. Puis-je? Craignant une volée de bois vert, Raoul se ravise et tente de raisonner sa mère. Oh, j'aimerais tant que vous compreniez. Je ne suis pas fait pour être bourreau et pour ne rien vous cacher, j'aurais tellement aimé apprendre à lire et à écrire, puis aller faire mes humanités à l'université d'Angers. Mais à quoi te servirait de savoir le latin et le grec pour écarteler un criminel? J'aurais pu devenir apothicaire et soigner les malades. Moi, je dis qu'il faudrait multiplier les maîtres et créer des écoles pour tous. Ainsi, grâce aux bons maîtres, il y aurait plus de gens instruits et moins de criminels. Donc, plus besoin de bourreaux. C'est plus que ce que Muguette ne peut supporter. Elle attrape son rejeton par l'oreille, tel un sacripant, et le traîne jusqu'au pied de l'échafaud qui trône au milieu de la place. Tais-toi donc, ingrat! Tu as une veine de pondu d'être bourreau, car cela t'offre quelques avantages non négligeables. Grâce au droit de havage, tu te remplis la panse à l'œil les jours de marché, hein, mon cochon? Et ton commerce de cordes de pendu qui porte bonheur soi-disant, rappelle-moi combien cela te rapporte. Alors cesse donc tes jérémiades, et reprends-toi. Tu as une pendaison qui t'attend demain, alors tâche de la faire dans les règles de l'art, comme ton père te l'a appris. Sinon... Elle lui décocha une violente torgnole qui faillit lui décoller la tête, puis s'en retourna chez elle, laissant ce pauvre Raoul méditer sur son triste sort. Sur un point seulement, elle n'avait pas tout à fait tort. Si la condition de bourreau n'était guère enviable à bien des égards, elle lui conférait cependant quelques privilèges. Ainsi, le havage lui permettait de prélever des denrées sur les marchés sans contrepartie financière. Il lui arrivait aussi de faire commerce des corps des suppliciés auprès des apothicaires et des guérisseurs qui en tiraient des substances soi-disant bénéfiques pour lutter contre certaines maladies. Enfin, la corde de pendu se vendait fort bien auprès des joueurs et des parieurs, car elle portait chance, disait-on, à condition qu'elle ait étranglé un supplicié jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais Raoul n'avait vraiment pas le cœur à considérer son sort sous cet angle, et il dut se résoudre à la pendaison de Philibert. Mais il jura secrètement que c'était la dernière. Il se promit d'entrer dans les ordres dès que sa triste besogne serait achevée, et tant pis pour sa mère et la tradition familiale.